Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Tour de Catalogne. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette première étape. Et il y a déjà des petites différences au niveau du classement général. Il y a quelques favoris, outsiders plutôt, qui ont perdu du temps aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts et les TikTok juste après l'arrivée, notamment des étapes du Tour de Catalogne sur cette semaine. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, mais c'est déjà très bien de vous être abonné. Vous pouvez faire également un super thanks si vous voulez soutenir mon travail et si vous avez les moyens. Alors je crois que pour le faire, il faut descendre juste en dessous de la vidéo. Vous avez le petit carré pour vous abonner et il y a les 3 petits points, et je crois que c'est au niveau des 3 petits points. Le super thanks, mais comme moi je n'ai pas la même interface que vous, c'est difficile, on m'a pas demandé comment faire par mail, c'est compliqué parce que voilà, je n'ai pas la même interface que vous sur les vidéos. Enfin, surtout sur mes propres vidéos. On commence tout de suite avec cette première étape du Tour de Catalogne. Course, je dirais, assez calme dans sa majorité. C'est-à-dire qu'on a eu une échappée, notamment avec Kenny Elissonde. Pourquoi je vous parle de Kenny Elissonde? Parce qu'il a réussi aujourd'hui, je crois, à prendre le classement de la montagne. Je ne sais pas si je l'ai encore, le classement de la montagne. Non, je ne l'ai pas encore. Il ne m'est pas encore indiqué sur Pro Cycling Stats, mais normalement, c'est Kenny Elissonde qui devait avoir marqué les points. Sur cette première étape, qui avait un rythme costaud parce que l'échappée a jamais eu une énorme avance sur cette étape. C'était un circuit à faire à plusieurs reprises et on savait que ça pouvait être technique. Le parcours était pas simple dans le final pour s'organiser parce que la route était assez étroite. Du sommet de la difficulté jusqu'à l'arrivée, c'était une descente qui était assez technique et ensuite c'était une route étroite mais tu passais pas à plus de 3 de large. Donc comme le rythme était élevé, c'était un peu file indienne. Et ce qui fait que certains coureurs ont tenté, je pense notamment à Calmejane qui a tenté sa chance dans la descente. Bon, voilà, ça n'a pas duré très longtemps. J'ai l'impression quand même qu'il est un peu plus en forme, un peu plus performant Calmejane que l'année dernière. L'impression du côté d'Intermarché, mais c'est vrai que c'est quand même pas du niveau du Calmejane de Direct, enfin de 2017 du côté de Direct Energy. C'est vrai que c'est un coureur qui n'avait jamais compris ce qui s'était passé vraiment avec Calmejane. C'est un coureur qui était très prometteur. Et puis, il ne s'est pas passé grand-chose après cette année 2017. Quelques chutes sur le parcours, alors notamment Bernal et Caruso dans le dernier kilomètre. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé, c'est au niveau de la barrière. Voilà, je pense que voilà, ils ont percuté la barrière. Est-ce que la barrière était bien mise? J'espère. Mais ils ont percuté la barrière. Et puis également Van Gils qui est tombé, lui c'était bien plus tôt dans l'étape et il a perdu toute chance de pouvoir gagner. Puis j'espère qu'il pourra repartir demain, le coureur belge. Une dernière montée rapide mais qui n'a pas fait de sélection, à part chez les équipiers. Et ce qui fait que dans le final, on a eu l'impression qu'il manquait un petit peu de monde pour contrôler. Et comme Israël a été intelligent, et bien aujourd'hui c'est Nick Schulz qui s'impose. Et derrière, on s'est un peu trop regardé devant un Pogacar qui a quand même été impressionnant quand il a produit son effort. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top, Nick Schulz, coureur d'Israël. Eh bien, on savait que c'était un coureur qui était intéressant quand il était passé notamment chez Bike Exchange. Il avait été très bon sur le Tour de France 2022. C'est là où on l'avait c'est un peu découvert parce que c'était un coureur en fait qui était certains avaient dit Nick Schulz, c'est un coureur qui était très prometteur dans ses jeunes années, mais c'est vrai que c'est un coureur qui avait mis du temps avant d'obtenir des résultats. Et c'est pour vous dire que c'est seulement sa 3e victoire chez les professionnels. Les 2 premières c'était sur le Haraldsen Tour et le Saskia Tour, et pourtant c'est un coureur qui avait gagné une étape du Tour de l'Avenir en 2016 à l'époque. Devant David Gaudu et Jane Lay, donc voilà, pas n'importe qui sur cette étape-là. Bernal avait fini 5 juste devant Adrien Costa, Kenna était 8, Gegenhardt 10, donc il y avait du beau monde sur cette étape-là. C'était une étape qui arrivait
à Valménier, en partant de Val d'Isère, une étape où il y avait du dénivelé positif sur 120 km. C'était assez dur. Et puis, ensuite, chez les pros, il n'y avait pas eu grand-chose. On voit sur mon classement Pro Cycling Stat, il faut attendre 2021 pour commencer à avoir des petits résultats chez Bike and Change. Notamment sur le Tour d'Espagne où il fait 7ème d'une étape. Il y a également une 4ème place sur le Saskatoon avec une victoire chez les professionnels sur cette course. Et puis 6ème à Jebel Jaïs sur le Tour 2022. Donc il y a ce très bon Tour de France. Il fait également une belle Marineland Cycling classique. Mais c'était encore léger. 2023, il continue, Jérém, avec une petite baisse de régime sur les grands tours, mais en étant un peu plus régulier, notamment sur les classiques de fin de saison. Donc là, ça fait du bien de le voir gagner une course du côté de Israël. Lui qui a un contrat jusqu'en 2025. Il avait fait déjà 9ème de Milan-Turin cette semaine. C'est rare même, c'est qu'il a fait Milan-Turin, mais il n'avait pas fait Milan-San Remo. Souvent on enchaîne, on va dire, les deux. Puis 11ème du dernier tour de Under. Donc c'est un début de saison très intéressant de la part de Nick Schulz. Et puis donc cette victoire, il faut saluer l'intelligence de Stephen Williams. C'est lui qui fait la cassure. Qui permet à Nick Schulz de prendre de l'avance. Et puis ensuite, Stephen Williams, il s'est recalé dans les roues. Alors c'est fort, il fait quand même un gros sprint, Stephen Williams, parce que donc cassure, coup de frein. Donc ça, on est dans le dernier virage. Donc il y a Nick Schulz qui s'envole dans la montée. Lui, il faut qu'il relance la machine, parce que coup de frein, il faut relancer ensuite derrière à la sortie du virage quand même. Et puis il arrive à finir 3ème de l'étape derrière Pogacar, mais Pogacar a été impressionnant. Donc c'est vraiment pas mal du côté de Stephen Williams. Et ça fait quand même 75 points sur une course comme ça, World Tour, récupérée par cette équipe Israël aujourd'hui. Donc c'est vraiment bien au niveau du classement UCI, parce que leur objectif c'est de revenir en World Tour, très clairement. Et là, c'était une belle journée pour eux. Et puis Nick Schulz, il confirme que c'est un coureur qui est très puissant. Parce que là, il fallait résister par rapport à Pogacar, mais il prend assez vite de l'avance. Puis surtout, derrière, ça se regarde trop dans le peloton. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a voulu prendre l'initiative parce que chez UAE, il n'y avait plus d'équipiers. Et que derrière, Bora a peut-être été surpris de ce phénomène-là. Et puis surtout, Higuita. En fait, ils avaient Higuita et Vlasov, sauf que d'un côté comme de l'autre, on pouvait gagner l'étape aujourd'hui. Higuita aurait pu gagner l'étape aujourd'hui. Et puis dans d'autres formations, on attendait plutôt que ça soit les gros qui fassent le job. C'est vrai que Alpecin, pour Axel Laurence, on attendait peut-être que ça soit plutôt d'autres formations qui fassent le travail. Donc ce qui fait qu'on a attendu avant que Higuita réagisse à 500 mètres de l'arrivée. Sauf que Nick Schulz, à ce moment-là, il avait une centaine de mètres d'avance et c'était suffisant pour s'imposer sur cette étape. Donc bien joué de la part d'Israël. Bien joué de la part de Stephen Williams et de Nick Schulz aujourd'hui pour avoir fait cette victoire d'étape. Et puis Stephen Williams c'est quand même 3ème du général. Donc ça c'est très très bien aussi du côté du coureur britannique qui pourrait peut-être jouer un bon classement général cette semaine, Stephen Williams. Je pense que c'est le leader dans cette équipe. Coureur qui avait remporté, on rappelle, le dernier Tour de Under, Stephen Williams. Ensuite, il a été plus discret, 83 de la Faune Drôme Classique, 14e de l'Ardèche Classique, 75e d'Estrade Bianche. Mais il avait remporté cette première course de la saison. Stephen Williams, qui après ce Tour de Catalogne, ira au Grand Prix Miguel Indurain, puis Amstel, puis Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. En sachant que cette semaine, il y a également, si vous êtes en manque de cyclisme, alors déjà il y aura 2 Pantours, ça sera mercredi, avant le Grand Prix E3. Mais il y aura également du côté de l'Italie, à partir de demain, c'est la semaine internationale Coppi et Bartali, et elle sera disponible sur YouTube. Donc si vous voulez voir cette semaine Coppi et Bartali, avec 5 étapes, il y a du monde au départ en plus, avec Cepeda, avec Stone-Mitted du côté de la Visma, avec Ulissi par exemple du côté de la UAE,
On a également Segart Van Hoek, on a Brandbilla, on a Adrien Maire du côté de la TDT. Il y a également Paul Tic au départ, Simon Pelot du côté de la Tudor, Pozzovivo du côté de la Bardiani. On a également Florian Sénéchal dans l'équipe continentale, parce qu'en fait il y a pas mal d'équipes. C'est mi-équipe 1, mi-continentale, on va dire, sur cette épreuve-là. Mais voilà, il y a du beau monde au départ. Donc ça pourrait être intéressant de suivre cette épreuve où on peut découvrir voilà, pas mal de jeunes coureurs. Il y aura Marco Tisa, tiens, pour la Bingold, par exemple, du côté de cette formation. Julien Vermotte, du côté de la Visma Isobike, au départ de cette épreuve. Et De Preto, du côté de la Jayco. Et donc le petit Cepeda et Archie Ryan du côté de EF. Et c'est souvent une course un petit peu débridée, on se souvient notamment de la victoire enseignement du cours de la Bingo l'année dernière. J'ai oublié son nom. Alexis Guérin, voilà, qui s'est imposé l'année dernière sur la 4e étape. Bon, je poursuis du côté des coureurs top avec Dorian Godon. Belle étape aujourd'hui de Dorian qui prend une belle 4e place. Bon, ça confirme. Du côté de la Décathlon AG2R, la mondiale, on va pas refaire encore dire qu'ils sont performants depuis le début de saison. On l'a vu notamment avec Paul Lapéra qui a été très très bon aussi. Donc Dorian Godon, c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'était presque l'un des rares qui s'était pas trop montré. Alors il y a Victor Lafay, mais avec sa tendinite au niveau du genou, c'est vrai que c'est pas l'idéal, mais c'est vrai que Dorian Godon, sur les résultats de début de saison, c'était pas exceptionnel. Meilleur résultat jusqu'à maintenant, c'était la 10e place à Marseille lors du prologue du Tour de la Provence, 10e également de la Faune Drôme Classique. Mais il n'avait pas forcément fait de grands résultats, alors que l'année dernière, il avait plutôt été bon du côté de Dorian Godon, notamment sur les classiques italiens, le Giro del Veneto ou encore la Flèche Brabançonne. Donc c'est vrai que j'attendais un petit peu mieux de la part de Dorian Godon, que j'avais vraiment bien apprécié l'année dernière en termes de course de cyclisme. On l'avait vu également sur la Vuelta. Donc c'était un coureur qui avait été très présent dans les différentes courses. Et là, ça s'est plutôt bien passé pour lui. Peut-être aussi des objectifs un peu plus lointains au niveau de la forme, parce que l'année dernière, quand il était arrivé au Tour de Catalogne, il avait déjà fait le Tour de Lander, donc la Cadel Evans, Drôme, Ardèche Classique, Paris-Nice, plus Tour de Catalogne, enfin ensuite donc Tour de Catalogne. Alors que cette année, il a commencé au Tour de la Provence, Faune et Ardèche Classique, Paris-Nice, mais il doit avoir 4-5 jours de course en moins par rapport à l'année dernière. Donc c'est peut-être aussi ce qui change un petit peu la donne du côté de la préparation de Dorian Godon. Donc peut-être qu'il arrive en forme un petit peu plus tard que l'année dernière. Le Tour de Catalogne qui lui avait déjà plutôt réussi l'année dernière avec une 7e place à Molins Day Race et 7e place également à San Felice de Guichol. Déjà dans une première étape qui était assez similaire en termes de parcours à cette année, l'étape qui avait été remportée par Roglic devant Evenepoel. On se souvient, ce jour-là, ça avait été une grosse bagarre. Je termine avec Pogacar. J'ai hésité à le mettre en flop, Pogacar, mais en flop, j'aurais encore mis peut-être un peu la UAE. Pogacar, il est impressionnant quand il décide d'accélérer. Sur la fin, là, il est impressionnant parce qu'il colle une branlée à tout le monde. Le problème, c'est qu'en termes de stratégie, du côté de la UAE, il va falloir vraiment s'améliorer. Ça fait 3 courses, Milan-Turin, Milan-San Remo, là encore aujourd'hui sur le Tour de Catalogne, où on prend en main la course, de très loin, sauf que dans le final, il n'y a plus personne. Quand on regarde un petit peu les résultats aujourd'hui des coureurs de la UAE, Pogacar est 2, Almeida 48, Marc Solé 55, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à côté de Pogacar, même s'ils sont dans le groupe des leaders. Et ensuite, Sivakov à 10 minutes, Gross-Schartner, Novak, Jevine à 15 minutes. Donc en fait, ils finissent très très loin. On n'est pas sur une étape très difficile. Il y avait 2600 mètres de dénivelé positif. Certes, ça a roulé à 41, ce que même pas non plus... C'est un bon tempo, mais on a eu pire parfois. Donc il y avait de quoi faire pour rester avec son leader. Et c'est le problème en ce moment de la UAE, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont du monde, ils savent qu'ils sont costauds, mais juste
rouler comme des demeurés pendant 170 bornes et laisser faire Pogacar à la fin, c'est la meilleure chance de se faire contrer. Il y a un moment, il faut être intelligent aussi dans sa manière de rouler, dans sa manière de faire la course, parce que on a l'impression qu'il ne regarde pas la forme du jour du côté de chez UAE. C'est-à-dire que c'est comme quand tu joues à Pro Cycling Stats et que tu sais, ton leader a -5 et tu dis oui, mais je suis sur une course, c'est un peu de merde. Je suis avec Chris Froome à l'époque de la Sky. Je m'en fous du -5. Bah non, parce que même avec un -5, ça peut te coûter la course. Et quand tu roules comme ça, de cette manière-là avec ton équipe, alors déjà, au niveau de la récupération, il va falloir voir en fin de semaine, mais c'est surtout que bah, tu laisses ton leader tout seul. Et là, il aurait fallu de l'aide pour Pogacar, parce que quand ça part, lui, il peut pas suivre. Parce que s'il suit, il se fait contrer. Il peut pas attaquer pendant 1 kilomètre, hein, Pogacar. Donc il attend, sauf que bah il attend ses équipiers, sauf qu'ils ne viennent jamais ses équipiers. Donc là, il y a eu un petit souci autour de Pogacar. Il a été très fort, c'est pour ça que je le mets au top, mais son équipe, par contre, a montré pas grand-chose. C'est quand même un peu tristoun quand tu viens avec une armada comme celle-là. On a vu beaucoup Almeida dans la descente. Ça aurait peut-être mieux fallu attendre que Almeida fasse un peu moins de travail dans la descente, mais qu'il soit présent dans le final. Donc c'est un peu, alors quoi qu'Almeida. Mais Marc Solé, par exemple, qu'on a vu aussi dans la fin de la montée, bah, ça aurait peut-être été intéressant de le garder plus tôt dans le final, Marc Solé, parce que là, bah, il en a manqué un petit peu pour Pogacar, qui se fait battre par Nick Schulz, mais pas par la force, par la stratégie. Et aujourd'hui, ils se sont ratés en termes de stratégie du côté de la UAE. Il aurait fallu peut-être un peu moins consommer de coureurs. Surtout qu'on ne peut pas dire que l'échappée était très dangereuse, hein, l'échappée de 5. Il y avait qui dans l'échappée? Il y avait Kenny Elissonde. Il y avait... alors que je vais retrouver tout ça, je vais vous le dire, mais il y avait l'échappée déjà a été reprise assez loin de l'arrivée. Il y avait Elissonde, Biscara, non, Solé n'était pas dans l'échappée. On va redescendre un petit peu au niveau des coureurs qui étaient dans l'échappée. Il y avait Elissonde, Petilly, Biscara, Baudin, Holter. Bon, je pense qu'il y avait de quoi récupérer ce petit groupe-là. Donc on n'était peut-être pas obligé de rouler aussi fort, je ne sais pas, mais de laisser assez peu d'avance quand même à cette échappée. On aurait peut-être pu laisser un petit peu plus. Parce que il n'y avait pas besoin, je pense, de rouler aussi fort, tout simplement. Voilà, on a eu un groupe qui n'a jamais eu beaucoup d'avance hein, sur cette journée, donc c'est un petit peu dommageable. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des flops, alors ça va être terrible parce que il y en a dans les commentaires qui va me dire je cherche, mais oui, je vais mettre Van Gils. C'est terrible parce que notamment Milan-San Remo je ne mets pas en top parce qu'il y a Alaphilippe et que j'ai plus vraiment de place pour le mettre en top, sinon la vidéo est encore très longue et c'est un peu compliqué, et puis j'aime pas mettre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je dois faire des choix, quoi. Je juge une course, donc je dois faire des choix. Donc j'aime pas mettre plus de 4-5 coureurs en top ou en flop à chaque fois, parce que sinon, bah, autant parler de tout le peloton et autant prendre l'entièreté du classement et faire un débrief du classement comme je peux le faire sur le contre-la-montre. Mais oui, Van Gils, c'était parce qu'il fait un bon début de saison, très bon début de saison, même si je n'en parle pas. Je vois quand même les résultats du côté de Maxime Van Gils. Et ça fait partie, encore une fois, de toute cette très belle génération qu'a la Lotto Destiny. En plus, ils arrivent à les conserver. Van Gils a son contrat qui a été prolongé. Donc ça, c'est très très bien. Il gagne l'étape du Tour d'Andalousie. Je crois qu'on en avait parlé sur le Tour d'Andalousie, Van Gils. 5e de l'Ardèche, 3e de la Faune-Drôme Classique, 3e d'Estradé, 7e de Milan. Et puis là, il tombe. Grosse chute quand même de Van Gils, enfin grosse chute au niveau physique, et il se retrouve 170e. J'espère qu'il s'est pas fait trop mal, surtout ça c'est toujours l'inquiétude parce qu'on est à un mois de l'Amstel et de la Flèche Wallonne, hein, de la semaine des Ardennaises, du triptyque ardennais, donc c'est vrai que ça serait dommageable pour Van Gils. Je sais pas si vous avez vu également la sélection pour le Tour de Suisse, pas Total Energy. Total Energy, ils vont faire le Tour de France sans course de préparation. Voilà, ça va être terrible. Hein. Comme quoi,
On ne pensait pas, mais Sagan avait de l'importance dans l'équipe pour avoir les invitations. Mais du côté de Van Gils, ouais, c'est dommage parce que ce Tour de Catalogne, c'est quand même une course où j'aurais bien aimé voir ce que ça pouvait donner en montagne pour tenter de jouer un classement général. Surtout vu ses progrès pendant l'intersaison. Je trouve qu'il a vraiment bien progressé pendant l'intersaison. Donc ça m'aurait intéressé de voir ce que ça a donné sur une course d'une semaine. Ben, voilà, avec cette étape qui a été compliquée. Alors il finit pas dernier, c'est Lisson qui finit dernier. Donc il finit devant Lisson, mais il finit quand même à un quart d'heure aujourd'hui, Van Gils. Dommage voilà, pour le coureur belge. Surtout, j'espère que ça va pas trop casser cette belle dynamique qu'il avait depuis le début de saison. Encore une fois, que des top 10 sur 6 jours de course, c'était très très bien ce que faisait le belge. Donc voilà, un petit peu déçu pour lui. Encore une fois, parce qu'il y a un bon début de saison, parce qu'il y a une belle dynamique. Et là, bam, ça casse un peu ce phénomène-là. J'espère en plus qu'il va pas être obligé d'abandonner. Mais il faut pas faire non plus l'erreur qu'ils ont fait avec Arnaud Delis de l'emmener sur Paris-Nice et de s'apercevoir au bout de 2 jours qu'il n'était pas en capacité de faire les sprints. Donc il faudra faire attention de ce côté-là. Mais je trouve que l'auto confirme tout le travail. Van de Velde, Segart, tous ces coureurs-là qui sont très intéressants chez l'auto et dans cette jeune génération belge. Mais l'auto fait du bon boulot et c'est bien d'avoir réussi quand même à lui donner un contrat jusqu'en 2026 parce que je pense qu'il y avait des tentations à gauche à droite mais qu'il a décidé de rester. J'espère que Lenny Martinez fera la même chose chez Groupama, mais on verra si Marc Madiot arrive à faire le même job que Stéphane Lô en tant que manager général qui pour l'instant, il faut le dire aussi, fait du bon boulot. Et là, c'est très très bien. Stéphane Lô qui était chez Arkea avant. Il a été manager de pas mal d'équipes, Stéphane Lô, dans sa carrière. Il avait été aussi chez Riley Cycling. Voilà, dans sa carrière. Chez Sorsojason, pardon. C'était Sorsojason. Mais je sais pas s'il avait pas été chez... je sais plus, chez Arkea, non? Peut-être que je me trompe, hein, des fois je fais des petites confondites, Stéphane Lô, Arkea. Ouais. Oui, parce qu'il était chez Sojason et donc ils avaient décidé de le garder, de le garder dans l'équipe amateur. Stéphane Lô qui avait permis d'avoir Quintana chez Arkea. Bon. Ensuite, ça s'était pas hyper bien passé, mais c'était Stéphane Lô qui avait fait les démarches pour avoir Quintana à l'époque. Donc ouais, Van Gils, dommage. Je poursuis avec un bonnet d'âne, deuxième bonnet d'âne du jour, c'est Brian Cocard. Ça commence à devenir très inquiétant. Alors déjà la situation de Cofidis, parce que l'équipe marque assez peu de points, il faut bien le dire, pour le moment, au niveau UCI. Ça se passe pas aussi bien que l'année dernière. Bon, ils avaient été très bons, mais même que les années précédentes. Là, il y a vraiment un déficit, je trouve. Au niveau UCI, ils sont à 1476, ce qui n'est pas fantastique. C'est Brian Cocard qui a quand même marqué le maximum de points, sauf qu'en ce moment, ça plafonne un petit peu du côté de cette situation-là. On n'arrive pas à enchaîner au niveau des résultats, et surtout, on a des leaders qui sont un petit peu aux abonnés absents. Je pense notamment à Guillaume Martin, mais je pense aussi à Yannis Aguirre. Oui, l'équipe est 19e là, au dernier recensement, de la semaine dernière au classement UCI. Donc derrière Tudor, par exemple, et juste devant Astana, et juste devant Alpecin, sauf que là, Alpecin, avec Jasper Philipsen, déjà, qui avait été bon à Nocureux, plus Milan-San Remo, ils vont marquer énormément de points. Et Cofidis, on peut pas dire que sur Milan-San Remo, ça a été un festival non plus. Donc c'est un peu compliqué du côté des leaders
de la Cofidis. On a 0 victoire, meilleur résultat c'est Axel Zingler sur le Tour de la Provence. Il y a Alexis Renard également sur le Cholet Aglo Tour. Mais ça manque un petit peu là, de gros résultats. On a du mal à créer cette dynamique, à embrayer. Ce qu'arrive à faire très bien l'équipe Decathlon AG2R, bah, ça ne se passe pas de la même manière du côté de Cofidis. Donc ça c'est dommage. Et pour le moment, ouais, c'est un peu tristoun. Cédric Vasseur qui a mis un petit coup de pression en termes de management en disant bah oui, nos leaders sont pas au niveau attendu, très clairement. Et voilà, il va falloir recréer de la dynamique. Ça va pas être simple pour Vasseur parce que ça faisait quand même depuis 2-3 ans que la situation était plutôt bonne et qu'il n'avait pas besoin de faire un petit peu de la com de crise parce que la situation était bonne. Là, la situation est moins intéressante, ça s'est un petit peu dégradé. Donc on va voir s'il va réussir à relancer la machine. Ça va être intéressant du côté de Cédric Vasseur de voir s'il va réussir à faire redémarrer tout ça. Mais pour le moment, un petit peu déçu. Et Brian Cocard, bah aujourd'hui, il doit être dans le coup. Je suis désolé, mais on est dans un sprint où il n'y a pas forcément 150 adversaires. Il doit être dans le coup. Sauf qu'on s'aperçoit que depuis sa tournée du Moyen-Orient, c'est-à-dire Alou-la-Tour et Tour de Man, bah, il n'a pas eu de résultat. Paris-Nice, difficile. Milan-Turin, 20e seulement. Là, 113e de cette première étape. Il y a une panne de jambes. Ça serait bien de la comprendre assez vite. Parce que c'est vrai que Brian Cocard, l'année dernière, sur ce même Tour de Catalogne, c'était quand même 2 deuxièmes places derrière Caden Groves. Et sur Paris-Nice, il avait fini 6e d'une étape. Donc on n'avait pas eu ce phénomène-là l'année dernière du côté de Brian Cocard. Donc on a aussi décalé un petit peu les pics de forme. Parce qu'il avait commencé très tôt l'année dernière avec le Tour de Nander. Pour le moment, les résultats, c'est pas ça. Il y a aussi un petit peu les Jeux Olympiques pour Brian Cocard. C'est peut-être ça aussi où il a un petit peu la tête ailleurs. Pour l'instant, en termes de résultats depuis son retour en Europe, eh bien, c'est pas suffisant là, du côté de Brian Cocard. Donc, ça serait bien de. Là, aujourd'hui, il devait être dans les top coureurs. Il ne devait pas être aussi loin. Et puis, je termine avec un dernier flop du jour. Simon Yates. Pourquoi Simon Yates? 59 secondes de perdu du côté du coureur de la Jayco Alula. C'est même surprenant. Craddock et Harper, eux, n'ont pas perdu de temps. Mais Simon Yates, lui, en a perdu 59. C'est toujours un petit peu dommageable quand on veut jouer le général d'une course, de partir avec un petit temps de retard. Après, il faut dire, c'est un peu particulier du côté de Simon Yates, parce que là, gros début de saison de Nander à Lula-Tour, mais grosse pause aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas couru depuis le 3 février, donc ça fait quasiment un mois et demi qu'il n'a pas couru. Là, il reprend sur ce Tour de Catalogne. Peut-être que la remise en route est un petit peu compliquée, surtout que l'année dernière, il avait fait Paris-Nice, il avait couru un petit peu plus tôt après le Donander, donc il a un peu modifié sa saison, le coureur britannique. Et là, je ne suis pas sûr que ça se passe si bien que ça pour le moment, pour Simon Yates. Mais c'est dommage voilà, de perdre 50 secondes en tout début de course. Là, je pense que ça devait être un mauvais placement pour le coureur britannique. Donc dommage. C'est un coureur qui avait fini tard l'année dernière parce qu'il avait fait Lombardie, puis il avait poursuivi avec le Taiwan Com Challenge qui avait été remporté par Benjamin Dean-Ball devant Jesus David Peña. C'était une course nationale où il fallait faire une grande montée très difficile. Il avait pris la 11e place en 19 minutes 46 sur cette course-là. Enfin, à 19 minutes 46 plutôt, du vainqueur, si j'ai bien compris, qui s'était imposé en 3h16 sur cette épreuve. Demain, étape compliquée, je vous en ferai la présentation à 7h30. Auparavant, je vous fais aussi un petit point sur les coureurs qui ont un petit peu perdu de temps aujourd'hui. Alors, il y a des coureurs qui n'ont pas perdu de temps mais qui sont tombés. C'est le cas de Bernal. C'est le cas également de Caruso. Il faudra voir comment ils seront de retour demain. Landa n'a pas perdu de temps au final parce que là, j'enregistre à 19h12. Au départ, il était marqué comme coureur ayant perdu du temps comme Geraint Thomas. Ces deux coureurs-là sont bien dans le premier peloton. Mentis a perdu 1 minute 40, lui aussi ça va pas très fort du côté du Sud-Africain. Donc Bernal est dans le bon temps, il a été recrédité. Pao Mikel qui était aussi dans la chute
a été recrédité dans le temps des leaders. Richie Tello, lui, a perdu 7 minutes. Il est dans le groupe Brian Cocard notamment. Et puis du côté de la UAE, on n'a plus que Almeida comme potentiel leader de rechange au cas de problème. Tobias Alandu-Hanesson, qui revient de sa fracture de la clavicule, lui a fini à 10 minutes 56. Et puis voilà, Van Gils aussi qui a perdu donc ce gros quart d'heure sur cette journée, et on espère que ça repartira correctement. Donc demain, étape compliquée, on fait la présentation demain 7h30 sur la chaîne, vous l'aurez en ligne, et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao.